intéressés donc, par le replay, donc par la thématique qui sera évoquée aujourd'hui. Donc, il s'agit de la présentation d'exemples d'innovation mobilisant de la donnée et de l'intelligence artificielle au service, donc, au service des territoires. Bonjour Marie. Bonjour, alors je suis désolée, j'ai des problèmes depuis ce matin. Je pense que ma caméra ne marche pas. Il faudrait que je rallume mon ordinateur. Ok, très bien. Est-ce que ça sera possible tout de même de pouvoir partager votre présentation pour Oui, a l'intervention priori, des c'est collabs? bon. Ok, Ouais, normalement, a priori, c'est bon. C'est juste, mis à part si je rallume mon ordinateur, vous ne me verrez pas. À la limite, si tu veux te mettre là, comme ça, on se fait la caméra. mm, Je me déplace. ça marche. Ouais, dans le partage, ici. Alors, on va encore attendre quelques minutes. Et bonjour à toutes et tous. J'aurais dû commencer par là et j'ai Maxime qui m'a rejoint dans le bureau. Donc, Super, parfait. Bonjour. Hop, je vais encore attendre 2 minutes avant de débuter ce webinaire. Donc, pour rappel, pour ce webinaire, on a donc le plaisir d'avoir l'intervention d'Ecolab, laboratoire d'innovation au service de la transition écologique du Commissariat général au développement durable. Donc, ce laboratoire soutient l'innovation entrepreneuriale qui répond à l'urgence écologique et la mobilisation également de la donnée et de l'intelligence artificielle dans ces projets d'expérimentation sur les territoires. On aura également donc l'intervention de Green Logic, qui développe, des adhérents du pôle test qui développe l'automatisation pour la gestion des réseaux d'énergie, mais également des bâtiments et tout ça en un seul outil. Donc, toute la gestion, que ce soit des réseaux, des bâtiments, mais pas que, en un seul outil automatisé. Et puis, pour finir, on a également l'intervention de Tribal, donc représenté par Samuel Leport, qui est donc adhérent Images et Réseaux, puisque ce webinaire s'inscrit donc dans l'alliance du pôle TES et d'Images et Réseaux, et Tribal propose une messagerie instantanée, éthique et éco-responsable qui garantit la cybersécurité des données et la sobriété numérique des usages. Donc un grand merci à nos intervenants présents aujourd'hui. On va débuter ce webinaire avec l'intervention des collabs sur la présentation de projets data IA qui soutiennent dans des territoires, mais également la présentation de la démarche Living Lab Green Tech présent dans certaines régions. Donc, je vais laisser la parole à Marie Damondard ou Maxine Perronnet en fonction de comme vous souhaitez. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est tout bon. Oui. Parfait. 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 Alors, enchanté déjà, donc on se présente. Donc, Maxime Perronnet, chef de projet sur les incubateurs et la commande publique d'innovation au sein d'Ecolab. Donc, je travaille sur l'initiative Green Tech Innovation. Je vais avoir l'occasion de vous en parler un petit peu en détail là dans les minutes qui viennent. Et pour ma part, Marie Ramondaré, adjointe au chef du bureau Innovation, Données et Intelligence Artificielle à l'Ecolab du Commissariat général au développement durable, donc dans l'autre jambe, si je puis dire, de l'Ecolab. Et ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est peut-être une présentation de ce qu'est l'Ecolab, de ces deux jambes, et puis on pourra rentrer dans le détail après des sujets qui nous animent particulièrement aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran.
Alors, je crois qu'on a eu un souci d'export, donc je vais vous partager pardon, mon PowerPoint à la limite, si tu veux partager toi après Oui. de ton côté. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas avoir de hiéroglyphes sur la présentation, parce que c'est mal exporté. Très bien. Alors, l'écolam, en effet, qui a été présenté en introduction, donc il s'agit de laboratoire d'innovation pour la transition écologique. Et donc, c'est un laboratoire qui se situe au Commissariat général au développement durable et donc qui est une entité, une direction transverse du ministère de l'écologie. Et donc, on est le seul ministère à avoir cette entité transverse qui a pour vocation à éclairer les politiques publiques par la donnée et la connaissance. Alors, où est-ce qu'on se situe? Donc, on l'a dit, en commissariat général au développement durable et plus spécifiquement dans le service de la recherche et de l'innovation. Et donc, l'écolam, qui a 2 leviers d'action. D'un côté, la valorisation de la donnée publique au service donc, des politiques publiques du ministère. Et de l'autre côté, toute la partie soutien à l'écosystème de l'innovation verte, si je peux dire, avec notamment tout ce qui va être soutien aux PME, startups innovantes, et l'ancrage dans l'écosystème de la green tech et tous les enjeux de commande publique que Maxime vous détaillera juste après. Est-ce que tu souhaites présenter cette partie-là? Yes. Allez, vas-y, je te laisse la main. Donc, alors, sur cette partie-là, donc, donc Ecolab, comme on l'a expliqué, est divisé en deux. D'un côté, les enjeux data IA connaissance, donc gestion et incubation de projets data pour les pouvoirs publics principalement. Et de l'autre côté, l'accompagnement de l'écosystème Green Tech français. Donc, nous travaillons au sein d'Ecolab à la mise en place de l'initiative Green Tech Innovation. Donc, l'initiative Green Tech Innovation, c'est une politique publique qui a pour vocation de stimuler cet écosystème. Parce qu'en France, selon les chiffres du dernier panorama de BPI France, on a à peu près 2750 entreprises entreprises qu'on peut considérer comme de la green tech, donc qui travaillent sur les technologies éco-innovantes, donc qui peuvent être de la high-tech avec de l'intelligence artificielle, du numérique, mais qui peut aussi être de la low-tech, donc que ce soit des nouvelles manières de gérer, de gérer des bâtiments ou des espaces. Donc c'est extrêmement divers et pour essayer de structurer un petit peu tout ça et comment dire, d'accompagner à la fois les entreprises et les pouvoirs publics qui veulent contracter avec elles, on déploie cette initiative. Donc on a un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert chaque année et qui vise à labelliser des entreprises avec le label Green Tech Innovation. Donc, Green Tech Innovation, c'est une distinction du ministère qui certifie de la qualité et de l'intérêt de la solution portée par une entreprise pour accélérer la transition écologique dans tel ou tel domaine. Donc, on a plein de domaines différents, que ce soit écosystème marin, gestion des risques, finances durables, santé, environnement, décarbonation de l'industrie, bâtiments et villes durables, etc. L'idée avec cette distinction, c'est d'abord pour les entreprises de leur offrir une offre d'accompagnement, donc de les aider à vendre davantage et mieux leurs produits, que ce soit au pouvoir public ou privé, et pour les pouvoirs publics, d'identifier plus facilement les entreprises qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est un processus de labellisation qui est exigeant. Les entreprises doivent remplir un certain nombre de catégories, elles doivent être françaises, le caractère innovant doit être vraiment bien identifié. Donc là, vous avez plusieurs exemples pour la gestion des déchets, l'entreprise Unico, pour les énergies renouvelables, Géosophie, et Sources urbaines pour l'aménagement du territoire. Donc ce sont des exemples concrets d'entreprises qui sont labellisées et les entreprises doivent passer devant un comité d'experts qui certifie de la qualité de la solution. Donc l'idée, c'est d'éviter tout greenwashing dans les solutions qui sont proposées par les entreprises, pour éviter que ce soit de l'IA pour faire de l'IA ou les taxis volants. Là, l'intérêt, c'est que ce soit vraiment
très concrets pour accélérer la transition. Donc là, vous voyez l'offre d'accompagnement qui prennent d'export, mais on vous partagera ça. Donc, les entreprises qui sont labellisées Green Tech Innovation, on les accompagne, on leur offre, on a organisé notre offre d'accompagnement en différents boosters, donc digital avec la mise à disposition d'outils et de ressources digitales comme des bases presse ou de relations institutionnelles, commercial et réseau, mettre en relation les entreprises avec des acheteurs potentiels, qu'ils soient publics ou privés, donc en les invitant sur les salons comme le Salon des maires, Viva Technologie, Pollutech, etc., pour voilà, qui soient vraiment mis au contact de potentiels acheteurs. Visibilité, le booster visibilité, donc comme son nom l'indique, pour les mettre en valeur, donc que ce soit en partageant leurs annonces de levée de fonds ou leurs grandes actualités, les gros contrats qu'ils passent sur nos réseaux sociaux, et en les invitant aussi à des webinaires pour parler, faire des retours d'expérience de comment est-ce que ça s'est passé, leur contrat avec tel ou tel pouvoir public. Évidemment, commande publique, donc faciliter l'accès au marché public et aux solutions vertes. Est-ce que tu veux que je départage, que je mette tes slides en PowerPoint si tu avais des points Non, Non, c'est bon. pas de souci. D'accord. Donc, on va passer rapidement, parce que du coup, j'ai détaillé chaque booster. Donc là, vous avez les différents événements sur lesquels on est présent avec l'initiative Green Tech Innovation, donc Pollutech, le Salon des maires et des collectivités locales, les Geodata Days, le Meetup Green Tech, donc qui est notre gros événement annuel de rencontre de l'écosystème Green Tech, où on invite à la fois des entreprises labellisées Green Tech Innovation, des décideurs publics et privés, des investisseurs, des chercheurs, l'ensemble de l'écosystème pour que tout le monde puisse se parler. Cette année, ça a eu lieu au pavillon Chênay du Roi à Vincennes. Et ça a été encore une fois une belle réussite dont on a des très bons retours de la part des participants. Et il y a aussi les rencontres des décideurs Green Tech qui sont, on va dire, des sortes de petits meet-up, mais qui sont organisés non pas en région parisienne, mais en région, et sur des segments de marché spécifiques. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Et le Salon des maires et collectivités locales, donc, qui avait lieu en novembre dernier. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce Salon des maires, on a un petit dépliant. Enfin, en tout cas, on a une plaquette sur ce que proposent les collabs au service des collectivités. On vous transmettra ces éléments-là par retour de mail et qui prendront le condensé de ce qu'on aura pu vous présenter ce matin. Tout à fait. Et juste avant. Oui, pardon. Je m'attarde juste un petit peu sur le booster commande publique parce que ça peut vous concerner presque un petit peu de loin. Nous, notre idée, c'est vraiment de combler le fossé qui existe entre les acheteurs publics d'un côté, alors au sens large, que ce soit les collectivités, les services de l'État, les opérateurs, les entreprises publiques. Donc le fossé qui existe entre ces acteurs-là et les entreprises éco-innovantes qui proposent des solutions aux problématiques environnementales, parce qu'on constate qu'il existe un certain nombre de freins au fait qu'il y ait plus de commandes publiques d'innovation, que ce soit les budgets limités, la perception du risque des deux côtés, l'incertitude qui existe sur les projets d'investissement. Donc, nous, notre philosophie, c'est d'essayer de combler ce fossé de toutes les manières possibles. Et ça passe pour les entreprises en les formant en les accompagnant sur les enjeux de commande publique. Donc, on a des formations, des webinaires qui sont mis en place pour les informer des types de marchés qu'ils peuvent faire, des différentes procédures. Par exemple, la procédure d'achat public simplifiée pour moins de 100 000 € hors taxe. Donc, si un acheteur public souhaite faire un achat pour moins de 100 000 € hors taxe, ça peut se faire sans publicité ni mise en concurrence. C'est un dispositif qui existait temporairement et qui a été pérennisé l'année dernière. Donc ça, c'est le marché innovant. C'est le marché innovant, exactement. Et typiquement, pour construire le
taux d'indice, etc. et tout le dossier, en effet, il y a un appui là-dessus. Tout à fait. On a donc notre annuaire qui recense l'ensemble des entreprises labellisées Green Tech Innovation. Donc, on a un annuaire, on va dire, global avec toutes les entreprises, peu importe les marchés sur lesquels ils se situent. Et on a un annuaire spécifique pour ceux qui sont orientés au moins en partie vers les marchés publics et qu'on communique, aux acheteurs publics qui peuvent être intéressés. Donc, il y a l'accès à la base institutionnelle Cision pour qu'ils puissent directement prendre contact avec les référents, les responsables des services achats dans les collectivités ou les services de l'État, et la participation aux événements en lien avec la commande publique, et la résidence au Living Lab Green Tech, donc c'est la slide suivante. Donc les Living Lab Green Tech, c'est notre manière à nous d'innover au niveau organisationnel, en quelque sorte, pour combler le manque de structures intermédiaires entre les entreprises éco-innovantes et les acheteurs publics. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des structures, des espaces de résidence pour entreprises Green Tech gérés par et pour des collectivités. Et donc les Living Lab Green Tech, c'est exactement ça. Ce sont des espaces de résidence pour entreprises Green Tech focalisés sur les marchés publics et qui sont administrés par des collectivités, souvent des intercommunalités, parce que c'est plus simple pour des structures de cette taille à gérer. L'idée, c'est d'équiper les territoires de structures qui permettent d'accélérer les achats qui sont innovants et durables, de favoriser les échanges, les retours d'expérience entre ces deux types d'acteurs, et de dérisquer les achats publics d'innovation, parce que c'est quand une collectivité ou un acheteur public de manière générale connaît une entreprise, c'est qu'elle peut lui faire confiance. C'est beaucoup plus simple ensuite de démarrer une contractualisation. Donc, on a un projet pilote qui a été lancé à Saint-Mandé avec l'intercommunalité Paris-Est Marne-et-Bois, et un deuxième Living Lab qui est en cours d'installation à Orléans Métropole. Notre projet, c'est d'en ouvrir un par an dans les années qui viennent pour équiper principalement des territoires où il y a un manque à ce niveau-là de structures, et un espace d'échange, en fait, un espace d'échange où ces deux types d'acteurs peuvent parler et peuvent trouver des marchés communs. Et je me permets, pardon, je me fais le relais des questions de Lucia l'autre jour sur l'inauguration à Orléans. Je ne sais pas si on peut en parler, mais a priori, ça sera février, début 2023. C'est en cours on y travaille là en ce moment, mais c'est en bonne voie, effectivement. Et l'autre question de Lucia l'autre jour qui était sur comment ça se passe, est-ce qu'on finance, nous, l'installation? Enfin, comment ça se passe? Alors, donc, pour faire un Living Lab Green Tech sur son territoire, il faut déjà avoir un espace avoir un espace de travail, alors que ce soit un open space ou un espace avec des bureaux de disponibles. Il faut que ce soit plusieurs dizaines, hein, parce que l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs entreprises qui viennent s'y installer. Donc, d'avoir déjà un espace comme ça. Et ensuite, il y a une convention, il y a une charte des Living Lab qu'on vous transmettra, qui est accessible sur notre site, avec un certain nombre de règles à respecter sur les types d'entreprises, sur l'objectif de la démarche. Et ensuite, le seul coût, c'est l'entretien de l'espace. L'idée, c'est que ce soit à un loyer, si ce n'est nul, au moins très faible pour les entreprises, parce que c'est souvent des jeunes entreprises, des petites entreprises, donc qui n'auraient pas les moyens de louer des grands locaux chers dans une aire urbaine très peuplée. Donc c'est aussi simple que ça. Avoir un espace, gérer les coûts d'entretien, éventuellement percevoir un faible loyer de la part des entreprises, et avoir un dialogue régulier avec ces entreprises. Nous, on a une réunion mensuelle avec eux
pour s'assurer que tout va bien, qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, pour échanger sur nos besoins mutuels. Voilà. Je passe à la suite. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un de nos projets actuellement en cours de développement qui s'appelle Mes services Green Tech, qui n'est pas encore à l'état de déploiement, mais qui a pour vocation à rapprocher encore une fois les acheteurs publics et les entreprises en favorisant le sourcing ou le sourçage, selon le terme que vous préférez, pour les acheteurs publics, voir plus facilement l'ensemble des entreprises innovantes qui existent dans leur secteur et avec lesquelles elles peuvent avoir intérêt à contractualiser, et pour les entreprises de voir les acteurs publics intéressés pour acheter tel ou tel type de service ou de bien. Donc voilà, c'est un projet sur lequel on travaille. On est en plein dans les tests utilisateurs en ce moment. Donc évidemment, on en fera la publicité quand quand il y aura plus de choses à en dire. Les rencontres des décideurs Green Tech, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autre type d'événements, donc ceux qui sont organisés en région sur des segments de marché spécifiques. Alors concrètement, ça implique que chaque session soit en partenariat avec une collectivité différente et sur un enjeu qui est considéré comme important par cette collectivité. Donc, il y a eu les bâtiments et villes durables avec la ville de Lille, la logistique urbaine avec Strasbourg, l'innovation en montagne avec Courchevel, la sobriété à Aix-Marseille et le dernier qu'on n'a pas mis, qui est le dernier qui a été fait à Biarritz, sur l'adaptation des territoires du littoral grâce à l'éco-innovation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle. Donc voilà, les rencontres des décideurs Green Tech. Tu peux Ouais, je passe. ensuite. Le réseau national des incubateurs Green Tech, c'est un. Alors, l'idée, c'est de favoriser les retours d'expérience, le partage de bonnes pratiques. Ça réunit plus de 30 structures, à la fois publiques et privées, qui sont des incubateurs qui accompagnent leurs entreprises sur des, on va dire, avec un focus vraiment important sur la green tech, sur l'éco-innovation. Donc on a autant L'Oréal, Bondinov, le CSTB, Paris Senco, qui est un des plus gros incubateurs d'entreprises de France et qui couvre toute l'île de France. Donc, vous pouvez trouver sur notre site la liste des incubateurs et ça peut toujours être intéressant de se rapprocher des incubateurs pour voir quelles sont les entreprises qu'ils ont dans leur secteur et avec lesquelles ça pourrait être intéressant d'éventuellement échanger à défaut de contractualiser. Donc, voilà, l'ensemble de l'initiative, l'idée c'est de faciliter la vie à tout le monde pour aller ensemble vers plus de soutenabilité environnementale. Les acteurs publics ont intérêt à contractualiser avec des entreprises éco-innovantes, notamment les entreprises labellisées Green Tech Innovation, parce que ça permet de participer à décarboner leurs services, d'améliorer leur qualité de service dans une certaine mesure, de se faciliter la vie. On a par exemple des entreprises qui permettent de faire des plans mobilité durable. Donc on sent qu'il y a une demande de la part des acheteurs publics pour ce genre de service. Et pour les entreprises, c'est un formidable moyen de croître, d'acquérir des nouveaux marchés, et ça permet de construire de la capacité économique, de retisser du tissu économique, des emplois au niveau local. Donc voilà, voyez l'annuaire Green Tech Innovation comme un outil pour votre sourcing. Si vous êtes en recherche de biens et de services qui peuvent vous changer la vie, qui peuvent aider à mieux isoler vos bâtiments, à favoriser la mobilité durable, à mieux gérer vos espaces. Si vous êtes à la recherche de tout ça, n'hésitez pas à regarder dans l'annuaire B2A de Green Tech Innovation. C'est certain qu'il y aura des choses qui pourraient vous intéresser et ça permettra de créer des emplois et
faire que la commande publique, ce soit pas uniquement acheter le moins cher, mais que ce soit acheter ce qui permet d'avoir le meilleur impact à la fois environnemental, social et économique pour le territoire sur lequel vous êtes implanté. Ouais. Super. Je laisse la parole Merci Maxime. Ouais, comme on va passer dans un tout autre, j'allais dire tout autre domaine, pas si éloigné que ça, mais est-ce qu'on se fait une petite pause s'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions, notamment sur le Living Lab Green Tech ou sur le réseau national des incubateurs Green Tech? N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'ai quelques questions, mais je vais laisser la priorité aux collectivités présentes, notamment sur la démarche Living Lab Green Tech. Donc, vous mettez à disposition un lieu, si j'ai bien compris, pour l'accueil des entreprises. Mais le lieu, il est géré par la collectivité ou il est autogéré par les entreprises présentes? Il est géré par la collectivité. Ok. Alors, enfin, c'est la collectivité qui gère le bâtiment. Les entreprises y vivent, alors contribuent évidemment à comment dire, au bon fonctionnement du lieu, s'assurent de la propreté, etc. Mais c'est la collectivité qui gère cet endroit, qui s'assure que la connexion Internet est bonne, qu'il n'y a pas de problème pour l'accès aux différents besoins des personnes qui travaillent dans ces entreprises. Mais en fait, il faut voir ça comme un petit incubateur, mais on n'utilise pas le terme d'incubateur parce qu'un incubateur implique d'avoir toute une offre de services et d'accompagnement derrière. Alors que là, c'est entre guillemets juste un espace de résidence pour entreprise à loyer très modéré. Donc, vous accompagnez pas forcément sur l'animation du lieu, sur la mise en place des collaborations entre les entreprises et la collectivité, tout ce qui va être mis en place d'ateliers pour fructifier ces collaborations. Alors, si, au début, en tout cas, au début, on y travaille, parce que c'est un gros travail de mise en relation, de s'assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Donc, on fait un travail d'animation. On a des petites séquences qu'on appelle les LLG Talks, qui sont comme des TED Talks, mais avec des acteurs, donc que ce soit de la DGFiP, des services de l'État ou des collectivités, qui viennent présenter un dispositif, un outil ou quelque chose qui peut intéresser les entreprises. Donc, il y a un travail d'animation à faire. Nous, on est en soutien si jamais il y a besoin d'aide pour trouver des contacts, pour voir quelles modalités retenir pour l'organisation de ces séquences. Mais c'est principalement la collectivité qui devra le gérer. Mais l'idée, c'est que ça n'ajoute pas une énorme charge de travail supplémentaire. C'est que ce soit certes un investissement en temps et en énergie, mais que ce soit pas vraiment excessif. Et alors, je me permets juste de mettre, pendant que je vous laisse continuer juste après, je mets le lien dans le chat vers l'annuaire B2A, donc dédié aux décideurs publics, l'annuaire Green Tech Innovation. Comme ça, si jamais vous voulez aller le consulter, n'hésitez pas. Juste pour une petite précision en complément en fait de la démarche Living Lab Green Tech qui est proposée par Ecolab, le pôle TES est labellisé Normandie Living Lab et peut également vous accompagner mais plutôt sur la définition des objectifs, la mise en place d'ateliers juste pour les collaborations entre la collectivité et les entreprises. N'hésitez pas également à nous contacter si vous êtes intéressé par cette démarche. On peut vous aider également à identifier des financements pour la démarche Living Lab et puis aussi vous aider à la création, à la mise en place en tout cas de ce lieu. Voilà, c'était la petite aparté, mais voir qu'il y a des choses qui se font aussi en région et qu'on peut être complémentaire avec ce qui se fait au national. Donc, ça peut être intéressant également. Ah bah, chaque type d'acteur a évidemment son peut être complémentaire et c'est ça qui est bien. Exactement. Tout à fait. Alors, on voit qu'il y a une personne qui lève la main, mais on voit Exactement. Excusez-moi. Oui. Je vous laisse. Bonjour. Bonjour.
En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Je m'excuse par avance parce que je me suis connectée en retard et vous avez peut-être déjà répondu à la question. Mais par rapport au lien avec les acheteurs publics, nous, on est sollicité aussi en local par nos French Tech sur le programme Je choisis la French Tech. Mais comment vous tenez ensemble sur vos démarches par rapport aux acheteurs publics? Alors, on travaille beaucoup avec la French Tech. Il existe un comité Green Tech qui associe nous au ministère de la Transition écologique et la French Tech, donc qui dépend du ministère de l'Économie. On travaille ensemble et on essaye de se coordonner sur la question de la commande publique d'innovation. Nous, on est spécifiquement sur la question de la Green Tech. La French Tech, on va dire que c'est plus vaste. Ce sont les innovations au sens large. Nous, c'est les innovations durables. Donc, ce qui est partagé par le programme Je choisis la French Tech est également très intéressant parce que les dispositifs autour de la commande publique d'innovation sont les mêmes. Le dispositif moins de 100 000, les procédures facilitées. Donc il y a l'annuaire Green Tech Innovation, il y a l'annuaire Je choisis la French Tech. Donc tout ça est complémentaire. Donc vous n'avez pas à choisir entre l'un ou l'autre. On essaye chacun sur des segments un petit peu différents d'avancer sur ces questions-là. Mais fondamentalement, voilà, c'est un combat commun qu'on mène avec eux. Je vois que le temps tourne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sachant qu'on reste là à Ecolab, mais si vous voulez qu'on parle un peu de la partie données et IA. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur la commande publique. Alors, il y a pas mal de slides, on vous les enverra. L'idée, c'était que vous puissiez avoir les différents éléments. On ne va pas rentrer dans tout. Ce qu'on peut dire sur l'Ecolab, c'est qu'on est en charge de l'administration ministérielle de la donnée, des algorithmes et des codes sources et de la donnée géolocalisée pour le gouvernement. Alors, on va avoir plusieurs actions. D'une part, des actions plutôt régaliennes. On est en charge de la rédaction des feuilles de route sur la supervision générale de la donnée et de la feuille de route sur l'IA transition écologique pour le compte du pôle ministériel. Et comme le disait Maxime en introduction, sur le volet données intelligence artificielle, on porte des projets innovants qui vont avoir comme action de valoriser la donnée et exploiter l'IA. Et donc, parmi ces projets-là, vous en avez certains qui apparaissent à l'écran. Donc, on a le projet Ecosphère, indicateurs territoriaux pour les collectivités, le Green Data, qui est plutôt un projet sur la donnée au service de la santé environnement. Voilà, donc quelques projets sur lesquels on va vous faire un petit focus. Et donc, c'est vraiment sur la valorisation de cette donnée au service des différents acteurs, que ce soit des collectivités, des acteurs privés, les directions générales métiers de notre ministère, etc. Alors, je passe rapidement sur les différentes feuilles de route. Vous aurez également dans les slides et je ferai un focus sur la partie IA et transition écologique pour que vous ayez des exemples concrets d'actions que l'on met en œuvre. Et notamment, comme vous l'avez à l'écran, il y a un appel à projet qui a été lancé 2 années consécutives sur tout ce qui est démonstrateur d'intelligence artificielle frugale pour la transition écologique dans les territoires. C'est un peu long, nous l'appelons DIAT. Et donc, il s'agit d'un appel à projet qui a permis de sélectionner 12 projets lauréats et donc 12 démonstrateurs qui sont en train d'être mis en place et développés dans les territoires. Mais je reviendrai dessus juste après. Je passe rapidement également sur la feuille de route des données pour arriver sur nos projets, à commencer par la mission connaissance des territoires pour la transition écologique. Et donc, qui est un projet de transformation de l'action publique et un projet d'innovation numérique pour la donnée et la production de connaissances, et donc qui vise notamment à renforcer le rôle de la connaissance territoriale pour tout ce qui va être l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques publiques environnementales pour l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau de l'administration centrale, mais aussi des collectivités, des opérateurs, des services déconcentrés. Et donc, il y a plusieurs axes, et notamment celui de déployer des pôles nationaux de connaissances sur des thématiques spécifiques. C'est se dire plutôt que chaque territoire, en fait, est une connaissance et une expertise sur l'ensemble des pans de la transition écologique, qu'on puisse avoir des pôles de connaissances sur des sujets dédiés avec un rayonnement national.
Voilà, alors là, vous avez à l'écran typiquement les différents pôles qui sont en cours de structuration. Donc, par exemple, on voit en Normandie, il y a le pôle rénovation énergétique des logements. Dans le Pays de la Loire, il va y avoir plutôt un pôle qui, lui, est transverse et sur des aspects plutôt méthodologiques, donc appui à la connaissance territoriale, reproductible. Et ensuite, on va avoir, par exemple, les énergies renouvelables en Grand Est, mobilité durable en Île-de-France, eau et polluants dans les France. Et on est en train d'envisager la construction de nouveaux pôles, par exemple sur drones et satellites, dans une DDT d'Occitanie. Et donc voilà, on est dans cette logique de mutualisation d'outils nationaux de connaissances pour répondre à des besoins spécifiques de politique publique. Par exemple, quand il y a eu le sujet de la sécheresse en Occitanie, il y a un pôle sur la gestion quantitative de l'eau qui a émergé, avec toujours cet enjeu de rayonnement au niveau national. Alors, comme on savait qu'on allait parler de tout ce qui était sujet de la rénovation énergétique des logements, on a fait un focus sur le pôle national de connaissances, donc sur la rénovation énergétique des logements, qui est porté par la DREL Normandie, et avec un soutien de la coordination interministérielle du plan rénovation énergétique des bâtiments, qui est porté par nos directions générales métiers, énergie, climat et aménagement, logement et nature. Et donc, c'est un outil qui s'appelle la boussole de la rénovation énergétique des logements, qui répond à plusieurs questions, de savoir quelles sont les caractéristiques du parc des logements sur le territoire et comment est-ce que je suis ensuite la mise en œuvre des politiques publiques et l'analyse des effets de ces politiques publiques sur le territoire. Alors, en termes de bénéficiaires, ça vise les directions centrales du ministère, les directions régionales, départementales des territoires, les préfectures, les collectivités. Et donc, l'idée de cet outil, ça va être d'avoir un accès plus facile à des données harmonisées. Donc là, on va avoir des tableaux de bord, une visualisation de cette donnée qui va être rendue possible grâce à la centralisation de toutes ces données et de l'information en un seul lieu, qui va être harmonisée à l'échelle de la France métropolitaine. On va pouvoir visualiser à plusieurs échelles ces informations, ce qui va permettre, alors c'est le cas pour certains outils, par exemple de la mission connaissance, de pouvoir se comparer entre territoires à plusieurs échelles données, de pouvoir extraire les indicateurs et les données en quelques clics. Et ensuite, accompagner la prise de décision par la donnée. Donc, on va améliorer la connaissance du territoire, ce qui va permettre notamment un meilleur pilotage, un suivi des politiques publiques de rénovation énergétique des logements sur le territoire. Alors, vous avez typiquement un QR code en bas à droite qui vous permet d'accéder à l'outil de la boussole. Et donc, il y a une version nationale qui est en cours de développement et qui sera bientôt disponible en 2025. Généralement, pour la plupart des outils, ils font déjà, on va dire, une preuve de concept, un premier produit sur leur territoire qui est accessible et sous forme d'itération, ils intègrent au fur et à mesure les données, les indicateurs d'autres territoires pour avoir vraiment une couverture nationale. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, bien sûr. Donc voilà, et donc vous avez le contact de Marina, si besoin, qui est la directrice du projet, et le lien vers le site de la mission connaissance que vous pouvez scanner. Sinon, on vous enverra le lien du site de l'Écolam où vous retrouverez les différentes informations. Je passe rapidement sur quelques autres actions que l'on porte. Alors, il y a Ecosphère, qui est le guichet d'accès à la donnée de transition écologique et de la cohésion des territoires, et donc qui a été annoncé lors du Salon des maires, justement, donc l'ouverture du site Écologie Datagouv, et qui est un accès centralisé à toute cette donnée, donc qui centralise à la fois des données d'organismes de référence, par exemple nos opérateurs, l'IGN, le BRGM, Météo France, l'ADEME, le CEREMA, etc., et également des données de services déconcentrés de l'État. Et l'idée, c'était de se dire, avant, on avait plein de catalogues avec cette donnée qui était vraiment disséminée, éclatée entre différents acteurs. L'idée, c'est d'avoir un point d'entrée unique grâce à cette infrastructure qui est adossée à celle de Datagouv, donc, qui est le catalogue de référence au niveau national des données open data. Et donc, on a un catalogue actuellement qui recense près de 30 millions de données couvrant des thématiques variées sur tout le champ de la transition écologique, avec une fonctionnalité spécifique qui va être de cataloguer les données par cas d'usage. Se dire, on accède à la donnée, on arrive à repérer cette donnée, c'est une chose, mais après, faut-il encore savoir quoi faire de cette donnée et quels sont les usages autour de cette donnée. Et donc, il y a cette démarche de bouquet de données qui est proposée par Écologie Datagouv, qui permet de faciliter la mise en relation entre les données territoriales et des besoins spécifiques d'une politique publique. Et donc, on a par exemple des territoires comme la métropole de Lyon, qui s'est saisie d'un sujet qui est le calque de plantabilité. Comment est-ce que j'alimente ma stratégie de végétalisation urbaine? Et du coup, la métropole a dit, voilà,
pour arriver à mettre en place ma stratégie de végétalisation urbaine, j'ai besoin de tels facteurs, par exemple, on va dire les bâtiments, une modélisation de mes bâtiments. J'ai besoin de savoir quelles sont les essences d'arbres que je peux planter. Donc, tous les types de facteurs qui sont importants et ensuite pouvoir ajouter les données qui correspondent à ces différentes informations et donc on peut retrouver sur le site Écologie DataGouv. Un autre territoire peut décider, par exemple, de dupliquer ce bouquet de données et donc d'ajouter les données qui correspondent à son territoire. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été mise en place récemment et on est en train de réfléchir à l'intégration d'un onglet pour ajouter des indicateurs territoriaux de transition écologique qui sera sur un onglet dédié et qui permet notamment de mettre en place des bouquets d'indicateurs par cas d'usage, par exemple, tous les indicateurs nécessaires à la mise en place des COM, des PCAET, etc. Voilà, donc là, vous avez une vue du site donc Écologie DataGouv avec notamment la liste des jeux de données qui sont présents sur la plateforme. Vous avez le lien si vous y allez, on vous l'enverra également. Et la vue des différents bouquets de données avec, par exemple, un bouquet de données sur tous les éléments permettant de construire un diagnostic des risques climatiques pour le bâtiment qui s'appelle Batadapt. Et donc, pour faire le lien, le projet Indicateurs territoriaux, qui est également un projet porté par l'Écolab, qui consiste à la mise en place d'un hub d'indicateurs de transition écologique. Ah, la slide est vide. Ah, ça s'affiche au fur et à mesure. Donc, on est parti du constat de se dire qu'aujourd'hui, il y a un accès limité aux indicateurs avec parfois des calculs en temps qui est dû à la variété des acteurs locaux et des gestionnaires et producteurs de la donnée pour la mise en place d'indicateurs. Il y a un manque d'adéquation entre les données disponibles et les besoins locaux. Il y a une diversité de programmes et dispositifs qui existent entre les CRTE, les PCAET, les PLU, les COP, etc. Il y a beaucoup d'outils numériques qui existent, notamment disponibles au niveau national, donc par exemple avec Aide Territoire, Territoire en transition de l'ADEME, Mon espace collectivité, et des moyens, une ingénierie variable selon les structures sur ces sujets de données et d'indicateurs. Et donc, on a adressé ces enjeux techniques pour répondre, de se dire, on aurait besoin d'avoir un accès à un référentiel d'indicateurs uniformisés, avoir accès à des indicateurs tout court via un catalogue, donc soit via API pour alimenter des solutions existantes, des outils numériques, soit les indicateurs disponibles et visibles par tout le monde, que ce soit une collectivité, la société civile, des associations, etc. Donc là, on reboucle sur le sujet dont je vous parlais juste avant avec les indicateurs qui seront bientôt disponibles sur le site Écologie DataGouv et le fait d'uniformiser les remontées d'informations locales et faciliter l'intégration de données territoriales. C'est la raison pour laquelle on propose via ce hub d'indicateurs une offre de services en 3 bancs, une bibliothèque d'indicateurs métiers qui est en cours de consolidation, notamment avec les directions générales métiers et différents acteurs qui font partie de cet écosystème des indicateurs de transition écologique. Un hub d'indicateurs qui va consister en un environnement technique qui va permettre d'extraire, de transformer, de mettre à disposition ces indicateurs via API et de mettre à disposition aussi toute la méthodologie pour construire les indicateurs. Et bientôt à venir, le fameux catalogue d'indicateurs qui sera sur le site Écologie DataGouv. Voilà, je suis passée un peu rapidement sur ces différents éléments. On a l'occasion d'en parler. Et pour finir, je vous présente un projet qui est un peu plus spécifique car sur une verticale de la transition écologique qui est la santé-environnement. Et pour vous montrer aussi qu'à l'Écolab, on porte des projets qui couplent à la fois données et toute l'animation de l'écosystème qui est nécessaire à la bonne utilisation de ces données, donc le Green Data for Health, qui est une des actions phares du Plan national santé-environnement en vigueur et qui consiste à faciliter la mobilisation de la donnée environnementale. Alors, pour la recherche et l'expertise en santé-environnement, mais c'est une offre de service qui bénéficie aussi aux producteurs gestionnaires de la donnée environnementale pour avoir un retour de l'usage qui est fait de leurs données sur ce champ de la santé-environnement et également à tout autre type d'acteurs, soit des acteurs locaux, privés, associations, sociétés civiles, praticiens hospitaliers, qui souhaitent avancer sur ce champ de la santé-environnement. Alors, la slide est un peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'offre de service est composée en plusieurs briques. On a un catalogue de ressources disponibles en ligne qui s'appelle jd4h.ecologie.gouv.fr, où vous retrouvez les données utiles sur le champ de la santé-environnement, des réutilisations, des outils pour mieux manipuler cette donnée, des outils juridiques pour comprendre en fait, comment est-ce que vous pouvez accéder à ces données-là. Et pour un gestionnaire producteur de données,
qu'est-ce qu'il a en droit ou en devoir d'ouvrir par rapport aux données qu'il détient. Et ensuite, tous des enjeux de sensibilisation, de montée en compétence de l'écosystème sur les enjeux de la donnée environnementale pour la santé et l'environnement, et des projets données que l'on porte ou coporte avec l'écosystème, des appels à projets de recherche avec le FDataHub, qui est la plateforme des données de santé en France, des challenges plutôt d'innovation ouverte où on a monté des défis avec 150 bénévoles et entités partenaires pour monter en qualité des données, ou encore là on a investi tout le champ de l'urbanisme favorable à la santé avec des expérimentations dans les territoires lancées avec l'ADEME l'année dernière. Donc une plateforme en ligne que vous pourrez découvrir si vous le souhaitez. Et je passe rapidement, vous aurez dans les slides les appels à projets qu'on mène et les différents projets portés sur l'échange, changement climatique et santé, cumul d'exposition environnementale. Les expérimentations qui sont en cours sur le champ de l'urbanisme favorable à la santé. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais vous aurez les éléments. Et une dernière initiative pour vous inviter à y participer, qui est un hackathon sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, qui est une initiative en plusieurs temps, en 3 grands temps, 3 grands challenges qui visent à valoriser la donnée et les outils pour l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une initiative qui dure de juillet 2024 à mars 2025, avec un challenge « Je me forme », un autre « Je partage » et le troisième « Je développe ». Un premier « Je me forme » avec un cycle de webinaires pour comprendre quels sont les enjeux de l'adaptation et connaître les ressources et les données existantes pour adresser ce sujet-là. Les prochains webinaires auront lieu le 20 décembre et le 10 janvier avec une thématique sur choisir et mettre en œuvre ces actions d'adaptation, l'exemple des solutions fondées sur la nature, et un autre sur les îlots de chaleur et la santé. Et donc, vous avez le QR code si vous souhaitez y participer. C'est ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, vous aurez les slides, vous pourrez retrouver les liens pour vous inscrire à ces 2 webinaires. Un autre challenge, je partage, l'idée, c'est vraiment d'avoir un recensement des outils open source dédiés à l'adaptation au changement climatique qui existent. Et donc là, vous pouvez accéder à la page qui permet de recenser les outils. Si jamais vous souhaitez partager des outils, n'hésitez pas. Et ce recensement va permettre d'alimenter le CRAC, qui est le Centre de ressources de l'adaptation au changement climatique. Et le dernier challenge, je développe, qui consiste en un Open Booster, où il y a une sélection de 7 outils open source pour l'adaptation qui ont été sélectionnés par un jury et qui sont en train d'être développés par des équipes qui ont été structurées autour de porteurs et donc de bénévoles. Et donc, si vous souhaitez devenir bêta-testeur de ces outils, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, pareil, vous avez un QR code pour ce faire. On vous repartagera. Voilà, et donc la date de clôture approche, vu qu'il aura lieu les 10 et 11 mars prochains au Forum des Interconnectés à Rennes. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir donc, le produit de ces challenges adaptation. Voilà, et pour pas trop vous noyer d'informations, dernière info sur la partie IA et transition écologique, des outils qui peuvent vous servir et que par ailleurs on vous transmettra. Sur le champ de l'IA, on a quelques actions. Il y a la structuration de communautés. Par exemple, la communauté des acteurs de l'IA dans les territoires, où l'objectif, c'est de réunir les acteurs publics, soit des collectivités, des administrations, des acteurs privés qui sont intéressés par la transition écologique et le recours à l'IA dans les territoires. Et donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Une communauté avec près de 1000 personnes inscrites à la newsletter, des réunions en distanciel qui ont eu lieu, et une réunion lors du Forum des Interconnectés, des partenariats qui ont permis l'élaboration d'un livre blanc de la communauté des acteurs de l'IA dans les territoires, qui a été publié pour sa dernière version en novembre 2024. On vous invite à le consulter. C'est un livre blanc qui explique ce qu'est l'IA, comment est-ce qu'on peut s'en saisir dans les territoires, des bonnes pratiques et des initiatives qui sont mises à disposition. Donc, ça a été fait par les collabs du CGDD, les Interconnectés et le Hub France IA. Et enfin, pour finir, le financement dont je parlais tout à l'heure de projets DIAT, donc démonstrateurs d'IA frugal dans les territoires, qui a permis la mise en place de 12 projets dans les territoires qui utilisent de l'IA, et pas n'importe quelle IA, de l'IA frugale, se dire, bah voilà, on utilise de l'IA, mais il faut que son utilisation ait un bénéfice pour la transition écologique plus important que finalement son impact sur l'environnement. Et donc, pour ce faire, on a demandé aux porteurs de projets de mesurer l'impact environnemental de la solution IA via
l'outil Green Algorithm qui est en cours d'amélioration et de déploiement. Et donc, ce sont 12 projets lauréats via 2 éditions de cet appel à projet. Vous avez la carte à l'écran et on vous transmettra dans les slides le focus sur l'un des lauréats des IAT en Vendée, qui consiste en un projet de groupement d'intérêt public Vendée numérique, qui a pour objectif de mettre en place une infrastructure numérique qui vise à exploiter l'IA et la collecte de données pour répondre à divers besoins, en particulier liés à la transition écologique et énergétique. Donc, c'est un projet en cours que vous pouvez également retrouver en ligne. Voilà, et vous aurez également des infos sur le référentiel d'IA Frugal que nous avons mis en place et que vous pouvez retrouver également sur notre site. Donc, ça faisait beaucoup d'informations. Je suis désolée si on a dépassé le timing, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Marie. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Toutes les slides vous seront transmises, bien évidemment. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me contacter ou directement contacter Marie ou Maxime pour plus de précision. Ah, on a une question, donc Jérôme Courtinovis. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Jérôme Courtinovis. Alors, je suis désolé, je ne suis pas collectivité. Je travaille pour un observatoire de la qualité de l'air en Normandie, à Normandie. Donc, on est producteur, utilisateur de données. On est en train justement de se pencher sur comment utiliser l'IA, notamment dans le cadre de nos travaux, de nos activités, pour répondre justement à des demandes de partenaires de territoire. En particulier des partenaires en milieu portuaire qui touchent aussi des collectivités, puisqu'on est sur des ports qui sont intégrés dans la ville. Et donc, aujourd'hui, on a certaines données qui sont assez complexes, on va dire, en termes de volume, de qualité, etc. Donc, c'est vrai qu'on a, c'est un cas d'usage parmi d'autres que je vous donne, mais c'est savoir, à partir de ces cas d'usage-là que nous, on identifie, on sait qu'il y a des possibilités, il y a des attentes côté acteurs dans les territoires. C'est comment on peut mettre un peu tout ça en musique. C'est un peu ça ma question. Sur quel dispositif on peut s'appuyer pour faire remonter nos cas d'usage, nos idées, de façon à pouvoir embarquer différents acteurs, sachant que, bon, aujourd'hui, si je reprends l'exemple que je donnais là sur les acteurs portuaires, on peut l'embarquer dans notre preuve de concept, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on se pose cette question-là, on identifie des cas d'usage, mais on ne sait pas en fait un peu comment les mettre en musique, comment les financer, d'autre part. Donc voilà, c'est parmi tout ce que vous avez montré, comment on pourrait avancer sur des sujets autour de santé environnement, c'est ce que vous avez un peu expliqué. Totalement. Alors, j'aurais, je pense, une partie de la réponse, mais ça sera intéressant qu'on en parle justement au niveau pôle de compétitivité pour voir aussi comment est-ce que vous organisez tout ça. Nous, on met à disposition des outils. Là, on finance dans le cadre d'appel à projet. Typiquement, IAT, on a financé sur 2 années. Là, il n'y a pas eu de financement, ou en tout cas, c'est en cours de discussion pour une 3e édition. Il y a soit des initiatives comme ça où on propose des appels à manifestation d'intérêt, des AAP, soit sur des thématiques spécifiques où là, on était sur le champ de l'IA, GD4H, on va avoir des appels à projets, mais c'est plutôt très axé santé-environnement. Donc là, on peut supporter des cas d'usage et après, on met à disposition et nous, on nourrit nos offres de services. Par exemple, quand je parlais d'écologie DataGo avec les bouquets de données ou indicateurs territoriaux, etc. Là, typiquement, les bouquets de données d'écologie DataGo, on se nourrit aussi de vos cas d'usage. Et c'est grâce à ça qu'on peut déployer nos offres. Donc, en fait, n'hésitez pas à nous faire remonter les besoins ou à suivre notre activité pour déclarer vos cas d'usage et voilà, qu'on puisse créer de la mutualisation aussi avec d'autres acteurs. Je ne sais pas si Lucia ou si Oui, moi, je vais compléter. Ouais. Oui, en tant que pôle de compétitivité, le pôle TES peut vous accompagner à identifier des guichets de financement pour développer les expérimentations sur les territoires. Et puis, on peut aussi valoriser vos cas d'usage sous diverses manières, notamment dans le cadre de webinaires qu'on peut organiser ou bien
auprès aussi de nos partenaires. On peut favoriser donc également la collaboration entre l'entreprise et les collectivités sous la forme d'expérimentation sur les territoires. Donc, on est disponible et on pourra échanger plus précisément sur vos besoins pour voir comment on peut aussi vous accompagner dans votre démarche, dans le déploiement de votre solution. Ok, très bien. Vous Je note, êtes merci. quelle structure? Atmo Normandie, oui. Donc on participe notamment, on est partenaire du projet TIGA de la la communauté urbaine du Havre, là, la vie portuaire Oui, intelligente. Voilà. ok. Ah oui, bon, oui, je connais très bien Xavier Brière. Oui, Il me tout semble à de la fait. métropole, il devait assister au webinaire, mais je pense qu'il a eu un empêchement. Mais oui, on est en contact régulièrement. Bah, écoutez, je prends note et puis on pourra se refaire un point Mm. plus précisément sur vos besoins Oui, pour voir comment on peut vous aider dans votre démarche. Ok. bien volontiers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Merci encore Maxime et Marie. Et puis on vous transmettra les slides. Et si jamais vous avez des questions, on y répondra antérieurement. Je vais laisser donc la parole à Philippe Duchesne de Green Logic, qui développe un outil d'automatisation pour la gestion des réseaux et puis également pour les bâtiments. Ok, alors attendez, il faut que j'aille sur le bon écran. Toc, 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 toc. Et voilà. Est-ce que c'est visible? Oui, je pense que tu peux mettre en grand écran, peut-être modifier l'affichage Modifier du PowerPoint. l'affichage. Et ça sera en bas à droite, à Voilà, côté du curseur. Oui. Est-ce que c'est tout c'est bon? bon? Bon, c'est resté en petit, mais sinon c'est en bas C'est à droite, à resté en côté du moins petit. et du plus. Attendez. À côté du curseur, juste en bas, moins plus, tu peux modifier l'affichage Ok, je le reprends. aussi. Je ne suis pas spécialiste. Généralement, c'est Sylvain qui s'occupe de ce genre de choses. Bon, sinon c'est pas très Tac, grave. tac, tac. On voit pour l'instant comme ça. Attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, je recommence à zéro. Tac, share. Windows. Voilà. Tac et tac. Ah, c'est tout bon. Ok, super. Ok, Parfait. c'est tout bon. Ça marche. Donc, Green Logics, on est à la base, notre focus, c'est les exploitations agricoles et c'est automatiser l'intégralité de l'exploitation, c'est-à-dire tous les équipements actifs, tous les postes. On automatise l'intégrale et tout se termine sur une seule et unique interface. Alors, si on le transpose à une ville, c'est différents systèmes, comme par exemple un système d'éclairage intelligent, des bâtiments à réguler en termes d'accessibilité, climatologie, etc. C'est de la vidéosurveillance, de la remontée d'IoT sur la qualité de l'air, par exemple, aussi bien intra qu'extra. Et la surveillance et la prévention de risques tels que les crues, etc. Et puis, pourquoi pas la gestion des flux en termes de circulation, par exemple. Donc, avec tous ces systèmes, c'est fantastique. Néanmoins, il y a quand même un gros problème, c'est qu'on se retrouve toujours avec un frontal dédié par application. Donc, le système d'éclairage a son propre frontal, la gestion des bâtiments un autre, la vidéosurveillance un autre, et ainsi de suite pour chacun des produits qui sont déployés sur une commune. Chez GreenLogix, chez B4A, la vision que l'on a, c'est de tout centraliser et de garder l'information en local.
plutôt que de se retrouver avec des databases qui sont complètement splittées à droite et à gauche et qui posent des problèmes en termes de reconsolidation globale. Donc, on a aujourd'hui tous nos produits. L'objectif, c'est d'avoir une seule et unique interface, ce qui va nous permettre de traiter l'information de façon globale, de générer beaucoup d'économies à tous les niveaux, aussi bien sur l'exploitation du système d'information que le temps, etc. Et l'objectif, donc, tout garder en local. Un exemple, par exemple, sur les exploitations agricoles, donc on récupère tout un tas de données environnementales issues de capteurs, on pilote tous les postes. Exemple, les forages, les bassins de rétention, l'irrigation, et tout ceci est réajusté par des algorithmes d'IA en fonction de l'ensemble des paramètres. Donc l'utilisateur détermine ce qu'il veut faire et l'IA réajuste. Et tout ça au travers d'une interface extrêmement simple d'utilisation. À titre d'exemple, sur une exploitation de 40 à 50 hectares, les chiffres sont issus d'une exploitation qui fait environ 50 hectares, dont 6 hectares de serre. Entre T0 avant notre arrivée et aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a quand même réussi à diminuer la facture énergétique de plus de 27 000 kW et la consommation en engrais a été réduite de plus de 5 tonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il n'y avait rien d'automatisé et donc l'erreur en termes d'usage était flagrante. Maintenant que tout est automatisé et tout est interopéré, on arrive à générer des économies absolument substantielles. En termes d'ETP, en termes de temps, c'est pareil. Sur une exploitation de 50 hectares, c'est pratiquement la moitié d'un ETP annuel qui est économisé. C'est-à-dire que la personne peut faire autre chose. Toc. Voilà. Donc, si on transpose le modèle qu'on déploie sur les exploitations agricoles sur des communes, en fait, on peut toucher absolument à tous les domaines. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être la gestion des flux de circulation, ça peut être la visio, ça peut être l'ensemble des capteurs IoT, la gestion des bâtiments, etc. Vous programmez ce que vous voulez et le système réadapte. Et à tout moment, vous pouvez enclencher des marches forcées. Exemple, vous avez une salle communale, il y a une réunion prévue, ce n'était pas programmé, vous pouvez forcer le système pour qu'il mette en chauffe le local. Après, dans la gestion de l'eau, ça se transpose au réseau d'eau sur les exploitations agricoles. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une exploitation agricole, ce n'est pas non plus 50 mètres de tubes qui vont arroser 3 serres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a véritablement des réseaux. Donc, à titre d'exemple, on arrive à générer énormément d'économies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pilote le backbone, en fait, le réseau d'irrigation. Et on va en fait envoyer l'eau uniquement vers les segments qui sont en cours d'usage. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de fuites sur ces réseaux d'irrigation. Et ça, c'est à partir du moment où on pilote, où on envoie l'eau, mais en fait, ça arrête de, j'allais dire, pisser un peu partout. Donc la ressource en eau est énormément économisée. Donc on peut très bien le transposer sur la gestion d'un réseau communal d'eau publique. Ça va de la gestion du château d'eau jusqu'au bac de rétention, etc. Il n'y a absolument aucun problème. C'est complètement transposable. Autre avantage de notre solution, c'est que en fait, toutes les données, on les collecte. On collecte les données, on collecte les actions, on log tout, on garde tout en database.
ce qui nous permet d'extraire toute cette donnée et pourquoi pas de générer un jumeau numérique. Et donc, en fait, d'avoir la capacité de tester des scénarios et de vérifier si le scénario qui a été déployé était vraiment bon. Est-ce que si on avait réajusté 2-3 paramètres, on avait la capacité de générer encore plus d'économies. Dernière chose qui s'intègre dans une économie éco-responsable, hein, on a une vision des data centers et des clouds qui est un petit peu révolutionnaire dans le sens où on est dans l'ultra-virtualisation et on fait tout pour garder la donnée le plus proche des usagers. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple simple, aujourd'hui vous avez une messagerie, cette messagerie généralement 60% des sociétés utilisent Microsoft 365 et la data, elle n'est pas dans l'entreprise. La data, au final, elle se retrouve dans des data centers. Donc, en fait, vous traversez toute une chaîne de liaison d'équipement qui est extrêmement importante. Et si on fait le cumul de toute l'énergie consommée pour accéder à la data, c'est complètement délirant. Et donc, nous, on a une vision où on virtualise cette notion de cloud et on laisse la data au plus proche de l'abonné. Et on en a décliné un produit qu'on appelle Green Office, où les usagers, les clients, en fait, se retrouvent avec une partie de notre cluster directement sur le site. Ce qui fait que si on compare les choses, on s'aperçoit qu'on fait énormément d'économies et surtout, ça permet d'avoir une accessibilité à l'information, même en cas de rupture de télécom. Voilà. Je ne sais pas si j'ai respecté les délais en termes de temps. Merci Philippe. Si, c'est tout bon. Tu es dans Je ne suis les pas un temps. spécialiste. Hein. C'est un exercice que je ne fais jamais, donc c'est pas évident. On était plutôt sur la partie technique, Philippe. Bah, écoute, Exact. merci. Est-ce que vous avez des questions au sujet de l'outil GreenLogic? Pareil, les contacts de Philippe vous seront transmis ainsi que la présentation. Si vous êtes intéressé, on peut favoriser la mise en relation également. Et pour finir, donc Samuel Leport de Tribal pour la dernière intervention de ce webinaire. Bonjour Bonjour Samuel. à toutes et à tous. Je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu me peux me confirmer? Oui. Oui, c'est tout bon. Ok. Je vais mettre en petit écran. Bonjour à toutes et à tous pour vous présenter Tribal, qui est une messagerie instantanée. On est dans le domaine de la communication. Donc, c'est une messagerie instantanée éthique et éco-responsable, qui est la seule alternative aujourd'hui aux réseaux sociaux type GAFAM et BATX, que vous utilisez sur vos territoires, qui va vous permettre de réduire l'impact environnemental de vos communications et du numérique, mais tout ça sans compromettre la sécurité de vos utilisateurs, que ce soit agents, vos élus ou vos citoyens. La messagerie, elle a été éco-conçue, et notamment on a fait une analyse du cycle de vie de la plateforme, qui vit encore aujourd'hui avec un leitmotiv, c'est de rendre un numérique éthique et accessible et intergénérationnel, de manière à ce qu'on évite de se retrouver sur une multitude d'outils comme on peut l'avoir aujourd'hui. La solution, elle vise à favoriser la coopération sur votre territoire et de venir au service de la transition écologique des territoires en permettant d'animer la coopération avec l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées sur les enjeux de transition écologique pour lesquels il n'y a pas d'outil de communication qui va permettre de répondre à ces enjeux de communication hybride. Alors, la plateforme, elle se compose de quoi? À la fois une messagerie instantanée que vous allez pouvoir installer sur n'importe quel matériel, téléphone aujourd'hui, en permettant de lutter aussi contre l'obsolescence, puisqu'on est disponible sur des vieux modèles de smartphones. Vous allez pouvoir aussi l'installer sur votre ordinateur et votre Mac, PC ou Windows pour les personnes qui sont au bureau, de manière à faire société dans les organisations et les territoires et de répondre à tous les cas de figure.
Vous allez pouvoir connecter 100% de votre écosystème sans avoir besoin de la moindre donnée personnelle, de manière à connecter soit les personnes via l'application, et puis comme on sait qu'au départ, voilà, vous allez pouvoir communiquer aussi les personnes par email ou par SMS, si vous avez ces informations de manière sécurisée qui respecte la RGPD. À travers l'outil, vous allez pouvoir gouverner la communication de votre territoire. J'ai un petit slide après qui va vous permettre d'avoir une illustration et un cas d'exemple avec une collectivité. Vous allez pouvoir faire des groupes de discussion maîtrisés, donc vous assurez finalement que l'organigramme de votre collectivité, quelle que soit la taille, c'est maîtrisé en fonction des aléas des correspondants qui agissent sur différents chantiers. En fonction aussi, voilà, on a des collectivités aujourd'hui qui préparent notamment les élections municipales qui vont arriver en 2026. Donc, comment on prépare ce renouvellement là aujourd'hui où les outils de communication ne sont pas gouvernés. Et puis, vous allez pouvoir engager l'ensemble de votre écosystème à travers des newsletters descendantes qui vont garantir en fait que l'ensemble de votre écosystème est informé, sensibilisé sur les enjeux sociétaux et environnementaux, en tout cas sur les enjeux de votre territoire. Et puis, vous allez permettre de favoriser aussi le remontant et d'organiser tout ça à travers des sondages sur la consultation participative, ou bien aussi sur le devoir de vigilance, notamment sur les enjeux sociétaux et environnementaux, de permettre des remontées tout simplement anonymes. Et puis, la plateforme vous permet aussi d'organiser typiquement ce qu'on voit les catastrophes en ce moment, et on sait que dans le futur, ça va se multiplier. Donc, comment bénéficier d'une plateforme qui va permettre de répondre à vos enjeux de plan de sauvegarde communal et d'organiser la gestion de crise. Hop. Donc, nos clients aujourd'hui sont des collectivités de toute taille, à la fois les petites collectivités rurales ou les communes un peu plus importantes ou les agglos, et puis des EPCI ou tous les partenaires qu'on peut avoir autour d'une collectivité. Je prends l'exemple du SDE ou bien de réseaux type AMF. Et comment on organise la communication entre toutes les délégations de services finalement dans une collectivité qui amène du risque aujourd'hui, mais qui amène aussi un vrai sujet de désengagement finalement sur les enjeux sociétaux et environnementaux au sens large. Alors, c'est là que j'ai pris un risque. J'avais envie de vous partager un petit témoignage vidéo. Et donc, si ça marche, je vous le passe, si vous entendez le son. Et puis sinon, je ferai autrement. Hop. On n'a pas le son par... Vous n'avez pas le son ? Non. Ah, c'était sûr. Je pense que ça ne fonctionne pas en partage vidéo. C'est une prise de risque sans tester, donc forcément. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est un témoignage sur lequel on a gagné le trophée des transitions côté région Bretagne il y a quelques semaines. Et la plateforme est disponible à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui. Et puis, majoritairement, évidemment, on se déploie sur toute la France. Ce que va vous permettre notamment la plateforme pour une collectivité, c'est évidemment de coordonner les bonnes personnes et les agents et de s'engager, y compris avec tout ce que fait une collectivité. C'est-à-dire il y a aussi des entreprises qui agissent avec la collectivité pour des constructions ou des projets plus durables. Comment on connecte aussi les partenaires de la collectivité? Comment on organise la démocratie participative locale? Je parlais du plan communal de sauvegarde tout à l'heure. Et puis, c'est avant tout une solution qui permet de diffuser un numérique éthique sur le territoire et de sensibiliser finalement l'ensemble du territoire à la loi Rennes et aux enjeux de numérique éthique et responsable, et de réduire l'obésité informationnelle de vos communications aujourd'hui. Un petit exemple, et j'y reviendrai tout à l'heure, une notification d'entrée de balle, c'est 0,28 grammes de CO2, ça ne va pas vous parler grand-chose, mais multiplié par le nombre d'emails ou de communications aujourd'hui qu'on arrose, ça représente un impact assez important à contrebalancer avec le taux de désengagement ou de mobilisation des acteurs sur les enjeux sociétaux et environnementaux. La solution va vous permettre de fluidifier la communication de manière inclusive et intergénérationnelle, puisque dans nos organisations, on a à la fois des jeunes qu'il faut engager sur ces enjeux sociétaux et ils souhaitent être engagés, mais ils n'utilisent pas les mêmes médias que tous. Et donc, comment on peut faire société avec une solution qui soit fluide, inclusive, intergénérationnelle et favoriser le dialogue pour que tous les points de vue soient pris en compte. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais il s'agit de débattre de façon organisée sur le territoire. Alors, j'avais prévu quelques copies d'écran au cas où le son ne passait pas. Donc, à travers la plateforme, vous bénéficiez pour votre territoire d'une architecture en fait, de votre communication à géométrie variable et qui va permettre de progressivement, dans le temps, de fluidifier la communication avec l'ensemble de votre écosystème et tout ça de façon très, très simple. Donc, vous avez la possibilité
d'ajouter des membres pour organiser votre écosystème et de définir les animateurs de manière à ce que sur un territoire, on ne se marche pas sur les pieds. On organise la communication de manière responsable, mais en s'assurant que chacun puisse organiser et gérer son périmètre. Et du coup, ça permet d'avoir une vraie réponse aujourd'hui aux outils qui s'infiltrent, puisqu'on n'y retrouve pas chaussure à son pied. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas téléchargé l'application tout de suite, ils vont pouvoir recevoir toutes vos informations par SMS ou par email. En quelques mots, vous allez pouvoir organiser ce qu'on appelle des tribus d'information, donc des newsletters. Vous allez pouvoir organiser la consultation citoyenne sur un sujet, mais aussi à travers la plateforme, vous permettez à vos agents ou à vos citoyens ou à vos habitants d'être directement sensibilisés aux enjeux sociétaux, environnementaux, en leur permettant d'être abonnés à des fils d'actualité de médias reconnus sur la transition écologique. J'ai un petit exemple ici. Le média vert que vous connaissez probablement aussi. Et puis une dernière illustration, vous allez pouvoir organiser également des tribus qui sont plutôt réservées à vos parties prenantes et à votre écosystème, de manière à créer un lien et un sentiment d'appartenance et travailler sur des sujets un peu plus précis, sur différents chantiers. Ça peut être des chantiers d'économie circulaire, de traitement des déchets. Vous allez pouvoir organiser la communication de façon maîtrisée avec toutes les personnes que vous souhaitez, sans avoir besoin, encore une fois, de vous préoccuper de leurs données personnelles. Au niveau de timing, je n'ai pas trop regardé, je ne dois pas être trop mal. Si vous voulez, le plus simple, en fait, c'est comme ça qu'on se déploie sur toute la France aujourd'hui, c'est de prendre rendez-vous sur le site internet tout simplement en haut à droite, en demandant une démo, et puis on vous fait une démo personnalisée en 3 quarts d'heure, en fonction de vos enjeux prioritaires, sachant que la communication, c'est évidemment écosystémique et holistique. On a tous des sujets de communication, et donc on démarre sur un cas d'usage pour que vous puissiez illustrer et avoir une vision de la facilité de la plateforme. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je crois que vous diffusez les slides juste après, donc je vous partagerai ce support en pièce jointe, sachant que tout est disponible sur notre site internet. Mais vous allez retrouver une petite synthèse des éléments clés de l'éco-conception tribale, sachant que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose sur lequel on est très engagé et dynamique avec notre écosystème numérique responsable pour continuer à être performant et à diffuser un numérique responsable sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et s'il y a des questions, j'en serais ravi. Merci Samuel pour ton intervention. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on vous enverra les présentations et puis les contacts de chacun pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez antérieurement. Merci à toutes et tous pour votre présence et merci encore aux intervenants. Donc à Maxime, à Marie d'Ecolab, à Samuel de Tribal et puis Philippe de Green Logic pour vos interventions très intéressantes. Bonne journée et n'hésitez pas si besoin. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.